monnaie de singe ou monnaie d'avenir, le Bitcoin, on en a parlé quasiment tous les jours. C'est un signe, ça. Oui, donc j'ouvre la chapelle. Et donc, Fergan et Zihari, à vous, sur le Bitcoin. Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus? Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut rappeler, ce sont les critères qui font une bonne monnaie. Une monnaie, ça sert à quoi? Tous ceux qui ont fait un peu d'économie le savent. Ce sont les fameux 3 critères déjà que Aristote a mis sur la table. Donc, unité de compte, réserve de valeur et instrument d'échange. Mais pour que ces fonctions soient correctement remplies, il faut que la monnaie elle-même soit pourvue de certaines caractéristiques. Il faut que cette monnaie soit facilement transportable, qu'elle soit facilement divisible, qu'elle soit durable. C'est la raison pour laquelle on a abandonné les denrées alimentaires qui étaient jadis utilisées pour faire du troc, pour nous tourner vers les métaux précieux. Et il faut que cette monnaie soit aussi rare. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine rareté. Et c'est là où, en fait, où Bitcoin a une valeur ajoutée vis-à-vis des monnaies officielles, c'est-à-dire que l'euro, le dollar, les monnaies fiat sont administrées par des banques centrales qui impriment des monnaies officielles comme on imprime des billets de Monopoly, là où le Bitcoin, précisément, est administré par une promesse intouchable qu'il n'y aura pas plus de 21 millions d'unités d'ici une certaine période de temps. Il doit être à 18 millions aujourd'hui, je crois. Exactement. Et donc moi, ça me fait doucement rigoler quand on méprise le Bitcoin, puisque précisément aujourd'hui, la promesse de rareté, selon moi, fait de Bitcoin une monnaie qui est supérieure aux monnaies officielles. Même si elle ne coche pas les 3 cases. Mais pourquoi? Unité de compte, échange et réserve de valeur. Mais non. C'est là, non, c'est-à-dire. Attendez, on va le laisser finir. Mais pourquoi? Ou quel serait le critère qui ne serait pas rempli? Alors on dit que c'est une monnaie qui est très volatile, mais enfin, c'est volatile à la hausse. Non, mais réserve de valeur, c'est quoi la contrepartie du Bitcoin? La réserve de oui. Mais c'est justement pour se protéger le Bitcoin. On va le laisser finir. On va le laisser finir. Le Bitcoin. Il faut bien comprendre que Bitcoin. Moi j'adore le Bitcoin. C'est une révolte. C'est un instrument de révolte d'accord, donc c'est pas une monnaie. contre les dévoiements du système monétaire officiel. C'est une monnaie qui est née en 2009 en réaction à la crise financière. Et donc, vous avez des gens qui sont inspirés par les théories libérales en matière monétaire, puisque l'idée de concurrence monétaire, quelqu'un comme Hayek, qui a eu le prix Nobel d'économie, l'avait déjà avancé à la fin des années 70, si je dis pas de bêtises. Donc, sont des gens qui constatent tout simplement qu'aujourd'hui, la monnaie officielle ne joue plus son rôle parce qu'on l'imprime précisément comme un billet de Monopoly. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus parler de monnaie de qualité quand on parle de l'euro-dollar. Donc ceux qui aujourd'hui s'effraient du Bitcoin, mais alors je ne comprends pas ce 2 poids 2 mesures qui consiste à idéaliser les monnaies officielles alors même qu'on le voit tous les jours et on le critique ici à BFM Business, eh bien les banques centrales se mettent à imprimer des monnaies n'importe comment, là où effectivement un détenteur de Bitcoin a l'assurance qu'il ne sera jamais surpris par une pression inflationniste, quelle qu'elle soit. Ouais. Moi je pense. Et donc vous lui donnez le statut de monnaie d'avenir. Moi je pense que c'est une monnaie d'avenir et que on va avoir une espèce de changement de réaction, c'est-à-dire qu'au début on moquait cette monnaie. Alors vous allez voir que les arguments vont changer, c'est-à-dire que on va dire que ce n'est pas une monnaie, puis ensuite on va dire c'est un instrument dangereux qui sert à financer le terrorisme, c'est une monnaie qui n'est pas écologique. Donc on va changer de registre, on va passer de la moquerie au dénigrement parce que les autorités officielles vont effectivement réaliser le potentiel disrupteur de cette monnaie. Et vous savez, un monopoleur n'aime jamais qu'on le concurrence. Je crois que Bitcoin est à l'euro ce que Uber fut au taxi. Bon, les réactions commencent à tomber. J'aime bien le monsieur au nœud pape, il a tout compris. Non, ce qu'il faut dire aujourd'hui, il faut être honnête. Il faut être honnête tout simplement. C'est-à-dire, ceux qui veulent investir dans le Bitcoin, moi très bien, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas appeler ça une monnaie. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est peut-être un produit financier, mais c'est pas une monnaie. Parce qu'une monnaie, vous l'avez dit, vous l'avez donné dans les 3 fonctions. Il y a la fonction de réserve de valeur notamment. Et pour ce faire, ça veut dire qu'il faut des contreparties de la masse monétaire. C'est simple, je ne rentre pas dans le détail, c'est le bilan d'une banque centrale. On ne le sait pas, mais il y a l'actif, le passif, comme dans toute entreprise. Au passif, vous avez la monnaie. Et pour avoir le droit de créer de la monnaie, vous avez à l'actif les contreparties de la masse monétaire, que sont l'or, les devises, les titres. On tord un peu en ce moment. Alors maintenant, c'est vrai. On est en train de tordre, il a raison, Fergan. On est en train de tordre cette... Je suis entièrement d'accord, effectivement, on exagère. D'ailleurs, j'étais le premier à le dire. C'est aller trop loin. C'est quand même cette planche à billets. C'est de la création monétaire qui ne dit pas son nom, c'est de la monétisation de dette qui ne dit pas son nom. Mais cette création monétaire va complètement loin, mais il y a quand même, entre guillemets, en face des actifs. Il y a quand même des États derrière, des États élus démocratiquement. Aujourd'hui, qui est derrière le Bitcoin ?
Mais ce que je veux dire, mais attendez. Je veux dire, pas trop long, Marc, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Non, mais moi, encore une fois, ça me dérange pas le Bitcoin. Ceux qui ont gagné des millions, tant mieux pour eux. Moi, je suis pas jaloux, comme certains. Tant mieux. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'il faut dire ce que c'est. C'est-à-dire que moi, quand un père de famille me dit que j'achète du Bitcoin, je dis écoute, tu fais ce que tu veux, mais c'est dangereux. C'est le couple rendement-risque. Quand j'ai un rendement élevé, j'ai un risque élevé. Point final. Maintenant, effectivement, que ça soit une stratégie, entre guillemets, qui échappe d'ailleurs complètement à la fiscalité, qui fait que finalement rien n'est contrôlé, moi ça me fait un peu peur, mais c'est mon point de vue personnel. Et surtout, n'oublions pas qu'il y a 1400 crypto-monnaies. Il y en a beaucoup qui se sont effondrées, où on a tout perdu. Parce que là, on parle que du Bitcoin. Mais il y a beaucoup de crypto-monnaies qui se sont effondrées, qui n'ont jamais décollé, et où beaucoup ont perdu leur chemise. Donc voilà, je pense que c'est notre rôle, si vous voulez, d'économiste aujourd'hui, de dire... Bien sûr, investissez dans le Bitcoin, il n'y a pas de problème. Mais, père de famille, vous qui avez mis du temps à constituer votre épargne, faites attention, c'est dangereux. C'est tout. Voilà. De la logique du bon sens. Vrai, mais... J'ai un auditeur qui me dit Bitcoin, monnaie de singe. Alors, je ne sais pas s'il dit que c'est une monnaie de singe ou s'il veut dire le contraire. Non, mais c'est une religion. Dans le Bitcoin, c'est une religion. Il s'appelle chez Froid. Moi, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet technique. À l'évidence, le fait de virtualiser le principe monétaire, c'est-à-dire d'échange, de le digitaliser, c'est une lame de fond, c'est une réalité. Bien sûr. Après, oui, d'accord, mais l'euro n'est pas une monnaie 100% numérique. Le cash existe encore. D'ailleurs, les institutions centrales s'y intéressent. Pourquoi on ne crée pas. Après, le deuxième sujet, c'est que par nature, c'est une forme de liberté. Le Bitcoin, si on raisonne en philosophie, c'est-à-dire que en gros, j'ai plus besoin d'un tiers pour traiter avec toi, je traite en direct et j'ai la certitude que c'est bien toi et que c'est bien moi. Le risque, on ne sait pas qui c'est. Le risque, oui, sauf quand on fait une transaction en Bitcoin, quand on achète. Le risque qui a d'ailleurs été et qui continue à exister, c'est que à un moment donné, les monopoles qui ont été créés dans la vraie vie, c'est-à-dire notamment les GAFAM, etc., s'emparent de cette capacité, et là, on rentre dans un schéma qui n'est plus du tout le schéma décentralisé, où c'est du one-to-one, mais on rentre dans un schéma où on donne un pouvoir total à des gens dont l'orientation, par nature, si tant est qu'on reste sur les principes philosophiques, c'est que l'État travaille pour le bien commun, les entreprises ne travaillent pas contre le bien commun, mais travaillent à se développer en espérant que ça profite au bien commun, on a un problème de fond. C'est-à-dire que quand on déconnecte complètement la philosophie même d'un système pour arriver à une dérive majeure qui peut exister parce que justement il y a des situations de monopole qu'on n'a pas fait sauter, là on rentre dans la grosse zone de risque. Voilà, moi je suis pas anti pour, etc. Je pense que c'est utile, je pense même que ça va se développer, la monnaie virtuelle, mais attention, est-ce que la philosophie du one-to-one demeurera? Je suis très très loin. D'ailleurs les banques centrales développent aujourd'hui leur crypto-monnaie officielle. D'accord, mais l'enjeu aujourd'hui est là, c'est que le principe... On développe pas, on réfléchit. La blockchain, c'est formidable. Mais encore une fois, après, moi, ce qui me fait peur... On explique qu'il n'y a pas besoin de tiers de confiance. J'ai un auditeur qui me dit, et visiblement, il s'y connaît dans l'histoire, il y a 8600 cryptos, me dit-il. Ah, encore plus, oui, moi j'étais dans l'idée qu'il y en avait 1400. Bon, Fergane Aziari. Vous disiez tout à l'heure que Bitcoin, effectivement, n'est pas garanti par un État. Mais j'ai envie de vous poser la question très simplement, mais depuis quand la garantie qu'il y a un État derrière est un gage de qualité de la monnaie? Historiquement, c'est un contrat social, la monnaie, monsieur. C'est un contrat social. C'est-à-dire qu'en fait, j'accepte. Laissez-le finir, laissez-le finir. La qualité d'une monnaie n'est absolument pas corrélée à sa dimension étatique. Les crises monétaires, les pires crises monétaires de l'histoire de l'humanité sont le fait des États. Les assignats sous la Révolution française, le Deutsche Mark sous la République de Weimar, l'inflation de la Hongrie entre les deux guerres mondiales. Donc, les pires catastrophes monétaires de l'histoire ont toujours été perpétrées par les États, et ceci depuis le début, lorsque les monarques français trifouillaient les pièces d'or pour essayer de bafouer la valeur de ces monnaies. Donc penser que les États seraient des organisations tout à fait honnêtes qui ne chercheraient jamais à vicier, à dénaturer la monnaie, je pense que c'est notamment d'une naïveté, mais que ça prend le contre-pied de l'histoire de l'humanité, tout simplement. Non mais je vois pas le rapport, excusez-moi, là vous faites une propagande. Mais si, Bitcoin, encore une fois, est né en réaction aux excès monétaires des États, et si on ne comprend pas ça, j'ai pas arrêté de dire depuis le début, justement, je suis inquiet par rapport aux
n'importe quoi en termes de dépenses publiques. Il n'y a pas de problème. Je parle simplement, est-ce que les crypto-monnaies sont une monnaie à part entière, telle que vous l'avez définie tout à l'heure d'ailleurs? La réponse est non, tout simplement, c'est tout. Après, bien entendu que les États, évidemment, c'est l'histoire de l'humanité. On fait des guerres, etc. Mais qui vous dit que demain, je sais pas moi, un Elon Musk ou d'autres personnes, ou les GAFAM, qui détiennent des milliards, vont pas déclencher des guerres? Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils n'auront pas été élus d'un point de vue démocratique. Ce qui fait quand même la force de nos États, de nos pays, c'est que nous sommes dans des démocraties, heureusement. Alors pas partout, bien sûr. Mais c'est ça la base. Si vous voulez, oui, pas partout. Pour reprendre Rousseau, c'est un contrat social. C'est-à-dire que la monnaie, c'est un contrat social où justement, on accepte d'échanger. Maintenant, je suis d'accord qu'il y en a, pas de problème, qu'ils acceptent ce contrat social d'échanger uniquement en crypto-monnaie. Mais de fait, aujourd'hui, il y a le cours légal. De fait, aujourd'hui, le cours légal fait que la monnaie n'est pas un contrat. Vous êtes pour la liberté. Vous êtes libéral, vous êtes pour la liberté. Tout à fait. Moi aussi, je suis pour la liberté. Donc, laissez-moi libre. Si j'ai pas envie... mais vous êtes libre. Non, vous êtes en train de dire. Je ne suis pas en train de vous forcer à utiliser des bitcoins. Uniquement dire, tout va passer uniquement par le bitcoin. En revanche, si je n'ai pas envie, je fais ce que je veux. En revanche, vous avez aujourd'hui que l'euro a cours légal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'euro est une monnaie qui est obligatoire. Donc vous parlez de contrat et de liberté. Précisément, c'est aujourd'hui du côté de l'euro que la liberté n'est pas respectée, puisque les agents économiques sont forcés d'accepter de l'euro. Ce qui en dit long sur la qualité d'une monnaie. Parce qu'après tout, si une monnaie de qualité, pourquoi forcer les gens à en utiliser? Les gens se déporteront tout seuls vers la monnaie de qualité. C'est amusant que vous ne parliez pas du dollar. Parce que oui, mais c'est la même chose. C'est la même chose. L'euro n'est pas vraiment extraterritorial, alors que le dollar... J'aurais pu dire, on est en Europe, donc je parle de l'euro, mais j'aurais pu parler du dollar aussi. On a fini. Le monsieur au ne pas président, dit-on. J'en ai eu plein des présidents ces jours-ci, là, sur différents sujets. C'est bon signe. On avait bien ri un matin avec ça. On avait constitué un gouvernement pendant l'émission. Il faut bien rêver. Bon, et ben voilà, c'était Fergan Ezihari. C'est le monsieur au ne pape, c'est Fergan Ezihari. Patrick Bertrand et Marc Toiti, on se retrouve lundi à 9h.